Thank you very much for these very stimulating presentations, and the wine has nothing to do with how stimulating the presentations were. There's 2 microphones that were installed in the room, so if you have any questions, please feel free to head to a microphone. Il y a 2 micros dans la salle, si jamais une question à cette fin de journée vendredi. Nous avons quelques minutes avant le début du cocktail, une dizaine de minutes, alors je vous en prie. Sinon, moi, j'ai plein de questions. Je peux vous entretenir pendant 10 minutes. Allô? Est-ce que ça fonctionne? Oui, bonjour. Bonjour, je suis Annick Desjardins du Syndicat canadien de la fonction publique. En anglais, on dit CUPE. Et je voulais réagir à la présentation de Mélanie Laroche parce que c'est venu me chercher, parce que c'est tellement vrai ce que les constats de ces recherches, à quel point sans protection législative, on est incapable par la représentation collective d'assurer une équité intergénérationnelle ou enfin une équité dans ce qu'on appelle les clauses de disparité de traitement. Alors, je voulais partager avec vous tous quelque chose qui se passe en ce moment, au moment où on se parle. Un instant, il faut que je réouvre mon téléphone pour pouvoir vous lire. Alors, on est en négociation, c'est une juridiction fédérale, il n'y a pas de protection contre les disparités de traitement. Et on a un employeur qui, à la table de négociation, dépose une offre avec une baisse de salaire considérable, 10 $ de l'heure environ, pour les nouveaux employés. Et on réussit à mobiliser nos gens à avoir un vote de grève. Et voici le lendemain le communiqué que l'employeur envoie à nos membres. Alors, je vous épargne le détail. Il décrit son offre et il dit « In order to survive as a low-cost carrier, we decided to offer market wages for future employees only. In other words, although as a low-cost carrier, we require the ability to hire new employees at a reduced rate, all of our existing employees will continue to have their wages increased and receive all of these additional benefits. Unfortunately, CUPE has rejected this proposal. While we are offering you more money and benefits, CUPE appears to be gearing up to strike. Why? Because CUPE as an organization does not want the precedent of a 2-tier wage grid. The question you should ask is, what is more important to you? CUPE's organizational objectives as a largely public sector labor union, yuck, or your and your family's well-being? If CUPE strikes, we will continue to operate, we will be offering all of these terms above, you will suffer no adverse impact at all from continuing to work during the strike. Alors, posez-vous la question, quel est notre bargaining power? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut bien sûr expliquer, comme personne initiée, consciente du problème, à nos membres qui sont les prochains dans la mire de l'employeur, qu'avec les nouvelles embauches, les gens vont voter en faveur de réduction de leurs conditions de travail pour rétablir une équité. Ça ne marche pas, là. Ils ne sont pas touchés. C'est des gens qui ont des très faibles salaires actuellement. Bien sûr qu'on a un fonds de grève, mais ça reste rien que 300 $ par semaine qu'on peut leur offrir. Ça demande un sacrifice financier énorme de se battre pour des gens qui ne sont pas là. Alors, voici pourquoi ça prend des protections législatives contre les clauses orphelins. Merci. On va prendre peut-être un autre... veux-tu réagir? Thank you. You want to go, Gregor? Okay. Allez, puis je après. Okay. I think Charlotte is absolutely right to point out the importance of the state and politics, and it's interesting to see how it ran through the 4 presentations, be it in Amanda's typology, be it in third typology, be it in Melanie's unintended consequences in many ways of state policies for which she herself argued, as she said, at one point in the past, in Lucy's forms of regulation taking place, and in Charlotte seeking industrial policy. So if you had to formulate one key lesson coming out of your experiments with regard to how you make better public policy, what would it be?
Who wants to go first? One, I know, one. Qui commence? Ben, veux-tu y aller, Mélanie? Non, mais Charles, tu veux y aller? Alors, ben merci, Annick Desjardins, pour ton intervention. Je t'ai toujours adorée, mais malheureusement, tu as repris à peu près tous les points que j'avais écrits pour mon closure. Fait que je suis un peu prise actuellement pour dire oui, tu as raison. Et en fait, ça va rejoindre un peu aussi le point de Grégor. Et je pense que c'est assez particulier au système nord-américain qui est très décentralisé et qui est basé sur une prémisse qui voulait que les partenaires allaient trouver un compromis en autant qu'il y ait un équilibre des rapports de force, ce qui n'est plus le cas, malheureusement. Et pour moi, c'est assez clair que pour avoir réellement un better work dans un système comme le nôtre où la prémisse de base n'est plus nécessairement là, il va falloir une action assez musclée de l'État pour relever les standards, et les clauses de disparité de traitement, à mon sens, fait partie des choses sur lesquelles le gouvernement devra se pencher. Au Québec, la réponse, à mon sens, elle est imparfaite, celle qui a été offerte, parce que, comme je vous disais, oui, la nouvelle loi empêche les futures clauses de disparité de traitement. Par contre, on accepte et on a dit haut et fort que celles qui avaient été négociées dans le passé pouvaient être maintenues. Donc, on n'accepte pas la discrimination pour les années futures, mais on accepte la discrimination des années passées. Donc, ce qui est, à mon avis, un peu une façon, on a pelleté encore une fois le problème par en avant, puis on laisse encore une fois les partenaires sociaux se dépatouiller avec une question qui est aussi problématique que celle-là. Donc, merci pour ton intervention. Et comment le gouvernement peut construire des meilleures politiques publiques? Je pense que depuis quelque temps, dans mes recherches, on réinvestit beaucoup des classiques de relations industrielles. Moi, on reparle beaucoup dans nos recherches ces temps-ci de démocratie industrielle, etc. Je pense que simplement, puis vous pourrez compléter, mesdames, mais pour moi, l'État a un rôle à jouer, et parmi son rôle, c'est d'assurer la dignité des travailleurs qui n'est plus assurée à l'heure actuelle. Et ce manque de dignité-là prend plusieurs formes, a plusieurs visages dans le milieu du travail. Et j'ai fait des focus group avec mes collègues françaises cette semaine sur justement la question des disparités de traitement. Et il y a un des employeurs qui nous a dit, bien, tant aussi longtemps que l'État ne mettra pas de balises, nous, on va jouer dans le carré de sable qui nous est offert. Puis ce carré de sable-là, malheureusement, on a plus de place que l'acteur syndical pour le moment dedans. Donc, si vous voulez que les règles qui soient adoptées dans les milieux de travail, si vous voulez que les règles assurent un better work, bien, mettez des règles en conséquence, et l'État viendra nous dire ce qu'il faut respecter comme employeur. Voilà. Qui veut se lancer? Amanda? Right, okay. In a nutshell, I would say, look, I think we need to understand that policy instruments affect policy outcomes. That is not a radical proposition. But the instrument, the way that you understand the problem in the first place consequently affects which instruments you choose to use, and then consequently the outcomes that you'll get. All three of those typologies have anchors in public policy. In the state at various jurisdictional levels. Obviously, the people in pipelines is my personal least favorite, both for its conceptualization of the problem and indeed the outcomes that it delivers, yet is the one that, for example, Screen Australia clings onto because it's uncontentious. You know, in sharp contrast, Screen New South Wales walks in and says, we're fundamentally redistributing public resources, this is not on. Now, incidentally, the woman who created that lost her job 18 months later. So that takes big, bold steps. And so if there's one lesson, I guess it's, you know, think about where you want to go and how quickly, and what that might involve in terms of what the opportunities and costs may be associated with that. Rapidement,
Il est 18h41, le cocktail est officiellement commencé. Non, mais rapidement, je m'en tiendrai à une seule idée. De la façon dont je le vois, moi, personnellement, je pense qu'il va être de plus en plus important de lier les enjeux sociaux à des enjeux plus larges, économiques, écologiques, d'équité. Et je pense que ça va être ce travail-là de narratif, de montrer que ce n'est pas qu'un enjeu social et que c'est un enjeu beaucoup plus large et que lorsqu'on peut travailler sur le social, on peut travailler sur l'écologie, sur l'économie circulaire ou d'autres concepts comme ça qui attirent présentement l'intérêt des gouvernements. Donc, je pense qu'il faut être capable de faire ces ponts-là. Évidemment, avec la mobilisation des acteurs, ça, c'est une variable, une constante. Okay. So I have the last word, and it will be very quick since I know I'm between you and relax. So I would say, Gregory, in answer to your question, I would say it's the fact that many corporations and governments don't know what amazing amounts of knowledge, data, and good ideas we have from the universities. They really have no clue. And as a result, and many of them are also opposed to some. They think they're opposed to some of our ideas. I think we need to do a great job of both mobilizing our knowledge, pushing out alternative ideas, and building alliances so that we have the support to actually start pushing back against hegemonic ideas that are, in fact, shrinking the spaces for unions, for independent community actors, and for progress as we would define it in the economy and society. Well, thank you very much. Donc, je n'ai d'autres mots qu'à dire. Merci beaucoup à nos 4 présentatrices. Ça a été vraiment très, très stimulant. Et on peut maintenant passer à l'apéro. Merci beaucoup.